ce soir, notre invité, Édouard Stack. Édouard Stack, psychosociologue, consultant, coach international, ancien professionnel de la santé et chargé de cours aux universités de Montréal et Paris 5, conférencier notamment, un parcours, vous allez le découvrir certainement ce soir. Édouard Stack, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette émission. Et puis un petit retour dans le temps que nous allons effectuer tout de suite pour donner un petit peu le tempo aux auditeurs de qui nous avons ce soir. C'était un article paru dans L'Autre Monde, le magazine de l'étrange et du paranormal. Alors c'était dans les années 70 et un article écrit par, Didier Deplège, comme par hasard. La marche lente, une expérience a été tentée au mois de juin dernier dans le hall de la gare Saint-Lazare à Paris par la Fédération européenne de Tai Chi Chuan. Il s'agissait de faire marcher un petit groupe dans ce lieu de passage et de bousculade à pas très lents, pour leur faire prendre conscience des mouvements de leur corps, du rythme et de la profondeur de leur respiration. Autour d'eux, des gens pressés s'arrêtaient un instant, intrigués. Salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare à Paris. Il est 18h30, c'est le rendez-vous quotidien de la bousculade vers les trains de banlieue. Un groupe s'est formé en haut des grands escaliers, une formation en carré d'une dizaine de personnes de côté. En première ligne du silencieux cortège se trouve Édouard Stack, un professeur de la Fédération européenne de Tai Chi Chuan de la région parisienne. Aucune banderole, pas de tract, revendicateur, pas de slogan. Déjà le groupe, qui semble rigoureusement immobile, n'est plus tout à fait à la même place. C'est ce que les premiers témoins de la scène, qui n'ont pas manqué de s'attrouper sur les côtés, sont bientôt amenés à constater par rapport à l'imposant distributeur automatique de billets qui leur sert de point de repère. À moins que ce soit la machine qui, sournoisement, se déplace en sens inverse pour créer l'illusion. Lentement mais sûrement. En fait, le groupe avance. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à hauteur de l'escalier mécanique, dans cette même immobilité qui dégage une fantastique impression de puissance contenue. Là où ils se trouvaient tout à l'heure, 5 ou 6 mètres en arrière, un retardataire a pris le départ sans espoir de les rejoindre. Pied droit, une demi-minute. Pied gauche, un demi-pas, une demi-minute. Pied droit, tel un funambule. Les partisans de cette première marche lente, entre guillemets, sont maintenant totalement intériorisés, indifférents aux commentaires quelquefois provocateurs de la foule. Il ferait mieux d'aller se coucher, dit l'un des agités. Il cligne de l'œil, hausse les épaules et reprend sa course vers les trains. Ça doit mener à la folie de marcher comme ça, lance un autre. Il cligne de l'œil. Tai Chi Chuan. La lenteur du déplacement est telle, en fait, qu'elle conduit les participants à une respiration profonde, abdominale, propre à dissoudre toutes les tensions, et chacun se trouve parfaitement centré. Quel bonheur, pour soi-même, de ressentir dans son être que là est justement l'un des moyens de se purger de la folie ambiante. L'état de conscience de chacun s'en trouve rapidement modifié. On peut maintenant sentir couler en soi une douce énergie, limpide et fraîche. Mais comme il est malaisé d'en communiquer l'avantage à qui ne veut rien entendre. Cette marche lente, si merveilleusement coulée, d'un groupe d'élèves et de néophytes, est une illustration publique de la force du Tai Chi Chuan. La meilleure façon de marcher. 1 heure et 200 mètres plus loin, les marcheurs se dispersent pour entamer des conversations avec le public. Les yeux brillants des participants en disent assez long sur ce qu'il est possible de réaliser, en soi-même, à l'issue d'une telle marche. Une marche pour rien. Une rencontre spirituelle au-delà de la rentabilité. Le message n'est pas toujours perçu, mais il est au moins certain pour nous que ces pas n'étaient pas perdus. Alors, à quoi ça amène cet article qui date de 1978 ? Mai 78. C'était un clin d'œil à plusieurs niveaux. Je voulais célébrer les 10 ans de mai 68 sur un mode un peu décalé. Et j'avais beaucoup aimé en mai 68 une invitation de GB avec sa BD L'an 1 qui dit « On jette les clés, on abandonne la propriété et on recommence tout ». Et en fait, ça c'est difficile, mais prendre son temps, ça c'est la portée de tout le monde si on le souhaite. Et quand on est dans la fuite en avant, qui n'a fait que s'accentuer depuis 35 ans, on passe à côté de sa vie. Un jour, j'étais dans une entreprise où il y avait un papier sur un mur. Il dit « La vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est occupé ailleurs ».
Et moi, j'ai eu la chance d'aller au Japon finir mes études en 69. Donc, j'avais appris, alors que je suis un passionné agité, j'avais appris à m'asseoir, à observer ma respiration, à vivre à la japonaise de manière traditionnelle. Et l'autre message, au-delà de la célébration de mai 68, on avait toujours l'interdiction de se regrouper à plus de 5 personnes dans les rues, 10 ans plus tard. Et donc je voulais montrer un contraste très yin-yang entre des milliers ou des dizaines de milliers de gens qui s'agitent et qui sont décalés par rapport à eux-mêmes puisqu'ils sont pressés de rentrer. C'était le soir, on est pressé de rentrer chez soi. Et on est seul au milieu de la foule. Et moi je voulais montrer cette espèce d'unité partagée si on prend son temps. Les gens qui étaient autour, qui regardaient, qui étaient des amis, des partenaires, ont entre autres interrogé les commerçants qui étaient dans les passages entre la salle des pas perdus et les quais. Et plusieurs commerçants disent « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien !» Parce qu'à longueur d'année, ils voient passer les gens dans l'urgence, qui sont décalés, qui sont vraiment entre le boulot et la maison, quoi. Et donc c'était une très belle expérience qui m'a permis de rencontrer Didier Deplège, le fondateur de la radio, qui m'a permis de rencontrer Jodorowsky, que j'ai revu à plusieurs reprises plus tard. Et on était quand même 60. Et un clin d'œil intéressant aussi, dans les événements que ça a déclenché, il y avait la police des chemins de fer, et il y avait un type qui nous prenait en photo avec un minox, puisque c'était interdit, on n'avait pas demandé d'autorisation. Il avait un journal roulé comme une matraque au cas où il y aurait eu des débordements, etc. Et le gars, en discutant avec les autres policiers, a dit « On n'a pas besoin de les empêcher, ils ne sont pas dangereux ». C'est-à-dire que notre tranquillité a fait que la manifestation a été perçue comme hautement pacifique et pas du tout dérangeante. L'année d'après, on a voulu faire quelque chose place de l'Opéra, mais il y a des casseurs qui ont cassé des vitrines et on n'a pas pu faire... J'avais une autre idée d'événements urbains comme ça, un peu décalés, mais bon, on n'a pas pu le faire. Mais ça, c'était une très belle expérience. C'est typiquement artistique comme proposition à un public, surtout dans cet espace-là, dans cet endroit-là, la salle des pas perdus. Comment est venue l'idée et pourquoi parce qu'au-delà de célébrer mai 68, 10 ans après, dans cet endroit spécifique et de ce que ça peut impliquer, et je ne sais pas dans quelle mesure le Tai Chi Chuan à l'époque avait l'aura qu'elle a aujourd'hui. Non, c'était pas très connu. Il y a mon ami et collègue Jean-Claude Guyard qui était au premier rang avec qui on pratiquait, on enseignait le Tai Chi Chuan, mais on était très très peu nombreux à l'époque et c'était très étrange. L'idée, c'était quand même de créer une expérience marquante par le paradoxe. Dans la pensée paradoxale, quelquefois on illustre mieux en prenant le contre-pied d'une situation qu'en voulant à tout prix asséner des arguments. Et donc, j'avais dans ma tête, quand j'ai commencé à y penser tout seul, l'idée d'une abîme qui se déplace dans un milieu qui change de pH, quelque chose de très biologique, biochimique. Et en fait, c'était cette cellule humaine de gens qui partageaient des valeurs. Il y a des gens qui sont venus se greffer à des manifestations qui a procédé par bouche à oreille. On s'est entraîné une petite dizaine qui faisaient du tai chi, mais il y a des gens qui faisaient du yoga, qui ont entendu parler du truc. Il y avait plein d'inconnus qui sont venus se greffer sur l'événement, mais qui étaient en phase avec l'esprit. C'était démontrer la tranquillité dans l'agitation. Voilà, je pense que c'était aussi simple que ça l'idée. Alors, on va aborder, Édouard, le fait, bien entendu, que tu as fait du Tai Chi Chuan, mais pas seulement. J'ai énuméré les différentes qualifications, si on peut dire ça, étiquettes qui te représentent. Psychosociologue. Mais après avoir été un soignant comme kiné, comme ostéopathe, comme acupuncteur, j'étais pendant 10 ans psychothérapeute. Mais dans cette phase-là, j'ai monté un institut de formation et j'ai fait venir des gens en 83 comme Stan Grof, Claudio Naranjo, Michael Harner. Et je montais des formations pour des professionnels de la santé aux thérapies psychocorporelles. Et j'ai fait ça avec 3000 d'entre eux, 2000 en France, 1000 au Canada où j'ai bossé pour l'Université de Montréal pendant 5 ans. Et pour moi, c'était de la professionnalisation, de l'éducation pour faire évoluer des méthodes dans les approches thérapeutiques classiques de l'époque, plutôt analytiques. Le corps et l'émotion n'étaient pas pris en compte. Et moi, venant du corps, avec des racines slaves, d'une culture où l'émotion s'exprime au quotidien, en permanence, au partage, c'était important d'amener quelque chose de plus créatif. J'ai fait du coaching sportif, j'étais dans les petits bouquins dont on parlera plus tard, j'étais le soigneur de Jean-Louis Barrault et de Madeleine Renaud pendant 5 ans dans cette période, 2 fois par semaine. J'ai eu des dialogues avec Jean-Louis Barrault, qui était un mime et un homme extraordinaire, très intense.
Et on a eu des conversations sur ce que c'est que de jouer, ce que c'est qu'un être humain. Et ça m'a vraiment stimulé pour aller faire de l'éducation différente. À l'époque, on parlait de thérapie pour normaux. C'est-à-dire que c'est des gens en bonne santé qui voulaient se connaître et qui ont emprunté un chemin de développement personnel pour se découvrir et mobiliser leur potentiel. Et moi, j'avais fait ça comme préparateur physique, comme kiné, avec des artistes et des danseurs, des musiciens, des comédiens, avec des champions que j'ai aidé à se préparer pour vivre intensément dans la représentation théâtrale, artistique ou dans la compétition. Et donc, c'est ces gens qui m'ont fait découvrir à quel point chacun peut avoir un potentiel important sans savoir comment le mettre à jour. Et pour moi, le développement personnel comme psychothérapeute, c'était d'amener les gens à découvrir leur richesse et pas simplement de faire le tri dans l'histoire et dans ce qu'on a reçu comme bagage à l'arrivée ou dans ses premières années de vie. Et encore aujourd'hui, je trouve que j'ai rejoint la profession des coachs. Les professionnels de l'accompagnement ne connaissent pas, ne font pas assez confiance à la détection des potentiels, à la mise en valeur des potentiels des gens. Il y a une richesse profonde chez la plupart des gens et ils vivent à l'étroit confinés parce que le modèle qu'on leur propose socialement, c'est mettez-vous dans les clous, rentrez dans le moule. Il y a encore un politique, Mariani, ce matin, qui disait les étrangers qui viennent, il faut qu'ils acceptent de rentrer dans le moule de la société française. Je suis pas sûr que ce soit très attractif de rentrer dans le moule. Et être citoyen, c'est pas être dans un moule formaté. C'est un citoyen responsable et autonome, un homme debout qui pense par lui-même, ou un être humain debout qui pense par lui-même. Voilà, donc c'était de l'action culturelle. Pour ce qui est de l'enseignement à l'Université de Montréal ou à Paris 5, comment est-ce que le milieu universitaire s'est offert à toi? Montréal, c'était facile parce que j'étais invité par le Pierre Gauthier qui dirige l'Institut Psychoéducation, qui m'a rencontré en France, qui est venu faire des stages avec moi, qui m'a dit ça c'est chouette, ça serait bien de le transmettre à nos éducateurs. Et quand j'ai rencontré le doyen de l'Université de Montréal, au bout de la première rencontre, il m'a dit bon, on peut essayer de faire ça chez nous. Et ça a marché très vite. Pour Paris 5, c'était plus drôle. J'avais rencontré le colonel Chatillon qui dirigeait les écoles de l'armée de terre, et par son intermédiaire, j'ai rencontré un prof de Paris 5 qui avait travaillé pendant 10 ans avec l'armée sur le commandement, et avec qui j'ai partagé mes méthodes d'entraînement. Et en fait, il a trouvé ça intéressant quand il a créé, il y a plus de 20 ans, un DESS de ressources humaines pour préparer des gens à la fonction ressources humaines, de faire venir des gens de la profession. Donc moi, j'ai introduit le leadership et le coaching pour des futurs DRH. Et comme je le faisais au Canada, je faisais du développement personnel, l'affirmation de soi pour travailler sur la gestion des conflits pour des futurs RH. Et les profs de fac étaient très très déroutés parce que c'était pas du tout culturellement habituel. J'étais le prof qui a la réputation de laisser les gens le moins assis. Parce que je utilise la pédagogie par l'action, l'expression intense, comme j'avais appris à le faire avec les comédiens, etc. On était très très loin du modèle classique. Mais ça a été plébiscité par les élèves, et puis le coordinateur du master, du DESS, me soutenait bien et comprenait la qualité de ce que je faisais dans les entreprises dans cette période-là. Et donc il savait que c'était du solide, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 11 ans et j'ai passé le relais à un de mes associés qui est parti en Irlande mais qui a continué l'enseignement. Donc c'était quand ça? C'était de 92 à 2003. Alors justement, je me pose la question comment une personnalité comme toi, avec le legs que tu as pu laisser directement ou indirectement auprès des élèves qui étaient présents dans ces universités, donc des gens qui se seraient amenés par la suite à être RH, hein, comme tu le disais, donc avec pas mal de responsabilités sur les épaules, des échos peut-être que tu as pu avoir de ces hommes ou ces femmes qui aujourd'hui sont entrepreneurs, dirigent, managent des hommes, des femmes, des retours peut-être que tu as pu avoir. Et je vais commencer déjà par cette question. Ouais. Il y avait des promotions de 20 à 30, donc c'est 250, 300 étudiants que j'ai pu avoir dans cette période. Tous n'ont pas forcément adhéré à mes invitations à cultiver, à développer le potentiel des gens dans leurs fonctions. Mais j'ai envie de dire qu'il y en a certains qui étaient déjà cohérents quand je les ai rencontrés comme étudiants,
Ils avaient beau avoir 23, 24, 25 ans. Il y avait déjà une cohérence personnelle, une ouverture d'esprit. Ils étaient déjà des humanistes en potentiel. Et j'en ai retrouvé avec plaisir plusieurs, dont certains avec qui j'ai coopéré dans les chantiers, dans les entreprises où ils travaillaient, et qui étaient des gens excellents par leur alignement, par leur éthique, par leur sens du service au développement humain, dans l'intérêt et des gens et de l'entreprise. Ça ne s'oppose pas. Mais c'est pas si simple de concilier les deux, de comprendre comment on peut aller faire des performances économiques dans le business, l'entreprise crée de la richesse, mais on peut favoriser l'épanouissement des gens dans le contexte du travail et permettre à tous ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, de progresser au fil des ans autant qu'ils en sont capables. Donc ça a été une belle aventure d'en retrouver certains et de voir qu'ils avaient pigé l'esprit de la chose et puis qu'ils s'y employaient à leur manière, à leur façon, avec plein d'autres éléments. Si, comme tu viens de nous le dire, il y a 11 ans que tu as donné de ton temps sur cette quête de la connaissance de soi à travers des études universitaires pour ceux qui assistaient à tes cours, on pourrait aussi penser qu'il y a des graines qui ont été semées, alors certaines, comme tu le dis, qui étaient en cohérence avec eux-mêmes, dans un humanisme déjà, il y a de cela quelques années, et puis d'autres qui, même si ça ne leur a pas résonné, même s'il n'y a pas eu un écho au moment de tes cours, peut-être par la suite d'avoir certaines ouvertures d'esprit, de conscience. Alors, j'ai pas de retour chiffré, j'ai pas de statistiques, oui, et au fond, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est pas très important. Il appartient à chacun de faire bon usage de ce qu'il trouve sur son chemin. Mais par contre, j'ai eu d'autres retours parce que pendant 25 ans, j'ai abandonné le monde de la santé pour aller entraîner des équipes dans les entreprises. Et j'ai fait ça dans une trentaine de pays. J'ai entraîné à peu près 10 000 managers dans les 25 dernières années. Et il y en a un certain nombre avec qui j'ai sympathisé, avec qui je suis resté en contact, ou avec même des patrons que j'ai coachés, etc. Et là, j'ai pu voir ce que eux faisaient au quotidien, qui fait que l'entreprise devenait plus respirable, on pouvait s'y éclater, réussir ensemble, mais parce qu'on était solidaires et parce qu'on jouait collectif, quoi. Et la place de l'individu, elle est centrale si on veut qu'il y ait du management durable, de la performance durable. Sinon, c'est le presse-citron dont Voltaire a rendu compte avec l'empereur d'Autriche, quoi. On prend, on jette. Je commençais ces propos pour justement amener cette idée de savoir aujourd'hui dans quelle mesure est-ce que les entreprises, dans le système libéral, étaient en train de s'ouvrir à cette prise en considération de l'humain. Comme étant un moyen aussi de faire des bénéfices, du chiffre d'affaires, et de vecteur d'emploi, de créativité, de richesse, et en même temps d'épanouissement. Lorsque tu arrives, et tu nous le dis, au sein de ces universités, j'imagine que tu faisais office un peu d'extraterrestre au milieu de tous les autres enseignants, peut-être à l'époque, et en même temps de savoir dans quelle mesure est-ce que ton approche de l'humain et du management a pu rayonner aujourd'hui on est maintenant au XXIe siècle, à l'aube. Comment est-ce qu'on perçoit l'éveil des consciences au sein de ce monde? On aurait du mal à se dire que la partie est gagnée. Au contraire, on a le sentiment que le système capitaliste, libéral, a fait pas mal de dégâts autour de lui. Donc, je te pose cette question, à savoir du recul que tu en as. Quel serait d'après toi ton ressenti vis-à-vis de cette évolution au sein des entreprises et de la part de l'humain? Alors, je parlerai ni de capitalisme, ni de libéralisme, mais de court terme ou de long terme. Dans les années 80, il y a une vraie ouverture des esprits dans les entreprises, et par exemple, c'est le moment où Renault a commencé à développer la qualité totale, à responsabiliser les ouvriers. Avant, j'ai commencé à bosser en 74-75 avec Renault. Et avant ça, c'était encore Charlot, les temps modernes, dans les presses qui formaient les tôles. Les gens avaient des menottes pour éviter de se faire bouffer les doigts par la tôle. Il y avait des chronométreurs qui essayaient que ça accélère pour gagner de la cadence. Dans les années 80, on a commencé chez Renault, chez Volvo et dans d'autres constructeurs à enrichir les tâches, à faire travailler les équipes ensemble, à inviter les gens à utiliser leur matière grise pour amener des idées d'amélioration. Donc, ça a été tout l'énorme travail de la qualité totale qui fait qu'on a mobilisé l'intelligence et pas simplement les biceps.
J'ai commencé à travailler avec le groupe Accor dans cette période-là. Et il y avait une très belle école de responsabilisation. C'est des métiers où on peut progresser relativement bien si on est courageux et qu'on a envie de progresser. Et donc, les années 80, les années 90, jusqu'au début des années 2000, j'ai vu une progression, une amélioration, même dans le monde industriel. J'ai commencé dans les boîtes de services, d'assurance ou d'hôtellerie, etc. Et puis, il y a plus de 15 ans, pas loin de 20 ans, je suis maintenant dans le monde industriel, la chimie, l'aéronautique, l'énergie, etc. Et même les boîtes industrielles ont développé cette intelligence de l'humain pour faire de la performance collective. Ça a vraiment infiltré, diffusé, etc. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui n'est pas à voir avec capitalisme et libéralisme, c'est l'angoisse de la compétition et la fuite en avant qui gagne toute l'Europe qui est en train de dépérir en termes de dynamique. On est des vieux pays et on a laissé passer des trains en s'intéressant pas assez dans la manière dont ça bougeait à l'international. Et maintenant, avec la crise financière qui s'est rajoutée à une crise civilisationnelle, il y a une angoisse forte chez la plupart des cadres et des dirigeants, mais elle n'est pas nommée, elle n'est pas identifiée, donc on ne peut pas la traiter. Et il y a une espèce de fuite en avant et d'ultra court terme qui fait que pour développer les gens, il faut s'inscrire dans la durée. Transformer un jeune recruté, employé en professionnel, c'est au moins 5 ans. Et donc il faut être capable de faire des efforts dans la continuité pour tirer les gens vers le haut. Et la pression financière, la pression des actionnaires, des fonds de pension pour avoir des bénéfices à 2 chiffres, etc., les croissances à 2 chiffres, ça n'est plus possible aujourd'hui. Mais ça n'a pas été bien accepté par les gens qui cherchent le profit immédiat. Les boîtes familiales s'en tirent mieux. Il y a un groupement des entreprises familiales, je prends des cas comme Bongrain, dans le Best Place for Work. Le groupe Bongrain fait partie des 3 premières entreprises où il fait bon vivre, parce qu'on s'inscrit dans la durée. Les entreprises qui jouent avec leurs clients et leur patrimoine pour satisfaire des clients, elles savent qu'il faut que les gens soient contents à l'intérieur pour faire du bon travail. Donc on n'est pas dans l'imagement Kleenex. Mais j'ai vu beaucoup de boîtes se dégrader parce qu'il y a une espèce de fuite en avant, de complexité et d'urgence qui s'impose et qui fait que les gens souffrent. Il y a un chiffre de 2003 d'une enquête de la Commission européenne qui montre qu'il y avait 63 millions de travailleurs sous stress pathologique. En 2010, il y en avait 70 millions. Et donc ça va encore augmenter. C'est une dérive difficile, mais c'est une tendance très lourde. Et donc si on n'apprend pas aux gens à gérer leur pression, si l'entreprise collectivement ne s'arrange pas à réduire les pressions excessives qui pèsent sur les gens, eh bien ça coûte très cher. On l'a vu avec les suicides, le harcèlement moral ou les dégâts ou les baisses de motivation. Et oui, la différence de point de vue entre le court terme et le long terme, ça fait toute la différence. Je vous rappelle avec nous Édouard Stack, notamment alors pour un livre, hein, et pas seulement Édouard, pour ton parcours, avec les vertus de la respiration, cultiver vitalité et sérénité. C'est aux éditions Guide Trait Daniel. Édouard, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Kremski? Plusieurs choses. D'abord, j'aime beaucoup sa musique pour un temple inconnu et Alain Kremski avait une collection extraordinaire de gongs et de cloches iraniennes du monde entier. Il avait de très très beaux instruments et j'aime beaucoup les cloches. J'ai une petite collection de cloches et j'aime bien les cloches, les gongs, les bols tibétains, ceux qui résonnent, qui donnent une qualité de vibration. Je rappelle que dans nos clochers de France, les cloches, c'est de la magie blanche. Ça fait entrer en vibration le travailleur, comme dans l'Angélus de Millet, peint du côté de Barbizon. Et en fait, ce sont des moments de retour sur soi. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé au Japon. Les Japonais, quand je faisais mes études, en 69, je finissais mes études au Japon, les Japonais prenaient peu de vacances. Je suis retourné en 2000, ma fille a fait 6 mois dans l'université japonaise, et donc j'ai retrouvé la famille qui m'avait accueilli, et ils prennent toujours assez peu de vacances. En France, on prend 5, 6, 7, 8 semaines de vacances par an, et on rentre de vacances 15 jours après, on est fatigué. Et en fait, les gens attendent le week-end ou les vacances pour se reposer ou se ressourcer. Et l'Asie, mais le Japon en particulier, les gens se mettent en vacances au singulier tous les jours.
ils prennent le temps de se recentrer dans leur bain au fourreau avec la température à 39 degrés, pas pour se laver, ils se sont lavés avant, mais ils vont rester dans l'eau chaude pour se détendre, un peu comme les musulmans vont au hammam avant la mosquée, avant la prière du vendredi matin. Les Suédois vont au sauna et se jeter dans le lac glacé pour se ressourcer, se détendre. Il n'y a pas que la fonction d'hygiène, la fonction de relâchement, de détente. Et donc se mettre l'esprit en vacances, c'est une des raisons qui m'ont fait écrire ce livre sur les vertus de la respiration. Ça prend quelques minutes pour se remettre au point neutre, au point mort sur la boîte de vitesse. Et ça aide à décider si on veut avancer ou reculer. Ça remet du discernement dans la fuite en avant du rat dans le couloir, et ça redonne de la maîtrise sur son rythme de vie. On n'est pas maître de ce qui nous arrive, on est responsable de la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Et quand on commence à s'entraîner, à discipliner sa conscience et son souffle, on reprend des marges de manœuvre, on subit moins les pressions de l'extérieur, on les rééquilibre. Alors c'est d'autant plus étonnant que tu nous disais, lorsque tu étais jeune, que tu es quelqu'un d'assez passionné de par tes origines slaves. Et même agité. Et même agité. Et tu nous parles de tes études au Japon dans les années 60. J'aimerais que tu nous parles de ce parcours assez atypique. Parce que de surcroît, tu nous dis avoir été ostéopathe, kiné, acupuncteur. Toutes ces pratiques-là, dans les années 70, en tout cas en Europe et de surcroît en France, étaient très peu abordé. C'était vraiment les prémices, les tout premiers précurseurs. Donc, de même que les méditations, les différents types de méditation, de respiration qui y sont associés, ou de grands maîtres d'ailleurs venant d'Asie, d'Inde ou du Japon d'ailleurs, avec des shimaru, sont arrivés et ont initié comme ça toute une génération qui est la tienne, et puis par la suite qui a fait des petits. Mais en tout cas, vous étiez les précurseurs. L'esprit de l'Asie venait par votre intermédiaire en Europe et en France. Donc comment et pourquoi es-tu parti au Japon ? Alors ça m'oblige à remonter un peu dans l'histoire parce que je suis arrivé à Paris en 62 pour faire mes études. J'ai grandi en Charente, dans le sud-ouest, mais il y a 2-3 facteurs importants qui m'ont déclenché avec une vocation étant adolescent. Étant né dans une famille slave, la place du corps n'est pas la même que chez les Occidentaux d'Europe de l'Ouest. Le corps a sa place, la proximité avec la nature aussi, l'expression des émotions pas mal. Ma famille, mes parents étaient des danseurs, des paysans, mais des danseurs. Et donc j'avais le droit à 8-10 ans d'aller aux fêtes de village, danser avec les grands-mères, etc. Et j'avais sur mes 4 frères, 3 athlètes de haut niveau, dont 2 au niveau national, et qui m'ont initié. J'étais très curieux de comprendre l'être humain et le corps humain. Et donc j'ai pu bénéficier d'informations sur la préparation à la compétition. Et puis 2 des parents de mes bons copains de lycée étaient médecins, dont un entraînait son fils qui était champion de France de triathlon junior. Et il faisait de la veille sur les méthodes d'entraînement de performance du monde entier, aux États-Unis, en Russie, etc. Donc moi, à 15-16 ans, je discutais avec le Toubib sur comment on s'entraîne en Russie, comment on s'entraîne aux États-Unis. Et l'autre était généraliste, médecin généraliste, mais aussi médecin légiste. Et donc, avec l'ami le fils de l'autre médecin, j'ai assisté à ma première dissection de cadavre, j'avais 16 ans. Et donc, ça a nourri une curiosité considérable pour comprendre en profondeur ce que c'est que l'être humain, et ma curiosité était insatiable. Et quand je suis devenu un jeune professionnel, j'ai plongé dans la recherche pour comprendre par tous les bouts. Je bossais 12 heures par jour, j'étais un soir sur 2 en formation, un week-end sur 2 pendant des années. J'ai continué à faire 15 ans de développement personnel et de formation continue pour continuer à me perfectionner. Et la période était favorable, c'est-à-dire que les barrières s'ouvraient, les cultures s'interpénétraient. Et comme j'étais en contact avec le monde des artistes, le monde des champions et le monde des professionnels de la santé qui étaient curieux, c'était l'époque du living théâtre, c'était l'époque où tout le monde découvrait le yoga, le judo, etc. Et les gens partageaient les techniques et les expérimentaient. J'ai eu l'occasion d'enseigner le tai chi à une élève de Nicolaïs qui avait une troupe de danseurs professionnels, par exemple. Donc il y avait vraiment une ouverture, une curiosité collective qui était considérable.
Donc pourquoi pas la médecine, si justement le corps humain occupe une place si importante pour toi, d'avoir fait des études. Tu es venu sur Paris, tu nous disais, pour des études, mais sans préciser quoi. Alors c'est très simple. Quand j'ai eu 18 ans, que j'étais en terminale, mon père m'a dit je ne peux pas t'aider davantage. Et donc il m'a donné le feu vert pour me débrouiller tout seul. Et donc je suis venu prendre un poste de pion pour faire des études de kiné. Ça me semblait quasi impossible de faire 7 ans d'études de médecine en étant pion. Donc j'ai choisi une filière courte. Et je ne regrette pas parce que ça m'a permis de basculer vers la psychothérapie plus tard, d'apprendre d'autres spécialités et d'avoir une approche holistique globale de l'individu. Je pense que j'étais passé par une formation de médecine classique, ça aurait peut-être été plus difficile pour m'en extraire. Le Japon, alors dans tout ça. Alors avant le Japon, il y a eu un truc rigolo, c'est que entre la fin de mes études, enfin entre le début de mes études de kiné et ma venue à Paris, je suis parti faire mon service militaire en Polynésie. J'ai vécu 1 an et demi en Polynésie, en dansant avec les Vaïnés, en faisant du rugby avec les Maoris, et c'était une expérience extraordinaire. Et j'ai rencontré Deshimaru à la fin de mes études, en 68. J'étais un de ses premiers élèves où il m'a appris le massage des points d'acupuncture. Et il m'a initié à la méditation en m'invitant dans des sessions. Et c'est l'ambassade du Japon et Deshimaru qui m'ont mis sur la route du Japon. Je voulais aller en Chine, mon père me parlait de la Chine par rapport à la médecine chinoise, sauf que la Chine est en pleine période maoïste, quasi impossible d'y aller, et donc je suis allé en Japon par défaut, avec l'aide de Deshimaru et de l'ambassade du Japon, et aussi de François Missoff, ancien ambassadeur de la France au Japon, qui était député de mon quartier dans le 17e, du côté de la Porte Boucher. Alors je me permets de te couper à ce moment-là de ton histoire, parce que je pensais que justement la culture, on va dire, japonaise, le zen, de fait d'être au Japon, forcément, tu mets que dedans, et non, en fait tu découvres l'esprit zen à travers Deshimaru en France. Oui. Comment Deshimaru est venu sur ton chemin? Eh bien, par l'ambassade du Japon, où j'étais allé me renseigner pour trouver les écoles d'acupuncture, et ils m'ont mis en contact avec une jeune japonaise qui était parisienne et qui m'a orienté vers Deshimaru. Il était là depuis quelques mois à peine, il habitait en face d'une boutique macrobiotique dans un petit hôtel, et puis moi quand j'allais le voir, j'étais un de ses premiers clients pour gagner un peu de sous. Je venais avec mes bouteilles de cognac, et puis il était tout content qu'on picole ensemble parce qu'il aimait bien l'agnole. Et donc c'était une relation très informelle et très proche, très sympathique. Moi j'étais très loin de l'esprit du zen dans cette période-là. Alors, extraordinaire. Donc tu n'avais pas d'idée préconçue sur... Parce que finalement, l'image qu'on peut se faire d'un maître ou d'un enseignant dit spirituel est très éloignée de ce que peut représenter Deshimaru, tel que tu as pu nous dresser un petit peu le portrait. Et en même temps, du regard que tu as sur tout ce qui a trait aux questions, j'allais dire, existentielles, est-ce que pour toi l'essentiel à ce moment-là de ta vie, c'est de t'intéresser au corps, de savoir comment ce dernier fonctionne, notamment donc avec tes études de kiné, tu désires partir en Chine pour l'acupuncture, donc déjà il y a un attrait pour, on va dire, tout ce qui a trait à l'énergie. Alors, dans ta question, il y a une posture d'occidental dichotomique avec le corps et l'esprit qui s'opposent, qui sont séparés. Moi, comme slave, je ne connais pas ça. Déjà, la manière dont tu as baigné de ton éducation, ça fait pas partie de Moi, cette l'être dichotomie. humain, c'est l'être humain. Ouais. Il n'y a pas le corps d'un côté, la tête de l'autre, et le cœur qu'on oublie. Il y a le cœur au centre d'un homme sensible, avec l'énergie qui l'habite, et la profondeur des choses, qui est son rapport à la nature, son rapport à l'essentiel. Donc pour moi, ce n'était pas une quête mécaniste de comprendre la mécanique humaine ou la mécanique du corps humain. C'était comprendre la nature de l'homme. J'étais très touché, ça m'a déclenché en termes de vocation, par le livre de Joseph Kessel, Les mains du miracle, où le médecin d'Himmler a été formé par des Tibétains et soulageait Himmler et lui a extorqué des vies humaines de juifs qui étaient prisonniers en échange de soulager ses douleurs. Et ça m'a vraiment fait tilt et j'ai eu envie de soigner des gens. Et le problème, c'était pas d'être dans une profession particulière, c'était d'abord l'envie de soigner les gens et de comprendre ce que c'est qu'un être humain. Et l'aspiration à la spiritualité, elle était déjà là, mais elle n'était pas dans la forme de la croyance. J'avais envie de comprendre ce que c'était que l'invisible, le potentiel de l'être humain. Et donc ça m'a guidé même au Japon, mais j'ai envie de dire par tâtonnement, avec l'esprit ouvert, sans savoir par quel bout j'allais arriver à ça.
quand je voyais les chamans en Polynésie qui dansaient sur les braises, qui faisaient la danse du feu, etc., j'avais découvert la notion d'énergie dans la nature qu'ils appellent le mana, qu'on connaît bien aussi à Hawaï, chez les Maoris d'Hawaï. Et donc cette sacralisation de la nature, elle était présente dans d'autres cultures que je rencontrais. Et j'ai retrouvé ça à Bali, où je vais depuis un certain nombre d'années, où ça fait partie de la vision du monde des 4 millions de Balinais depuis 2000 ans, hein, la recherche d'harmonie avec soi, avec les autres et avec l'environnement. Donc c'est cette âme des peuples qui m'attirait. Tu te rends compte que c'est... Enfin, tu te rends compte que ce dont tu nous parles, alors que tu es jeune, hein, Oui, tu as tout juste quoi, la vingtaine, un petit c'est peu, ça. hein, entre Entre 20 et 25. service non outre-mer et c'est des moments privilégiés parce Oui. que de ce que tu vois comme autre culture, toi qui viens de Charente, c'est extraordinaire de constater qu'il y a des mondes, des univers où justement il n'y a pas cette dichotomie dont tu parlais, tu faisais mention, hein. Il est vrai que chez les Maoris, le corps et l'esprit ne font qu'un, et d'ailleurs la nature entière fait partie intégrante de ce qu'est l'être humain. Il n'y a pas de séparation. D'être baigné là-dedans et te voir avec tes yeux, c'est encore autre chose que c'est pas à travers des livres. Ouais, est-ce que ça existe ou pas? Non, je vois des hommes qui marchent sur des braises. Comment cela est-il possible? De revenir en France, de pouvoir suivre tes études de kiné, et par la suite être dirigé vers le Japon, vers Teshimaru, tu disais, il y a quelques instants, je ne pense pas que c'est le terme contrôlé que tu as utilisé. On ne contrôle pas sa vie. Je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Je me demande d'ailleurs si c'était pas maîtrise, mais j'emploie contrôle peut-être plus à dessein. Est-ce que tu crois à la destinée? Bon, maintenant tu as un certain âge, ou un âge certain, je sais pas. Donc au vu du recul que tu as et de ces rencontres, Alors je ne parlerai pas de contrôle, je ne parlerai pas de destinée, je parlerai de désir essentiel. Je pense que chaque être humain a une aspiration profonde, souterraine, qu'il écoute plus ou moins, quelquefois il l'écoute très tardivement, et il y a un sens qui se dégage de son aspiration qui l'emmène dans une certaine direction. Il y a des cultures comme le judaïsme qui disent que chacun arrive sur Terre avec un talent à exercer. Les aborigènes d'Australie ont une représentation à peu près identique. Moi, j'en sais rien en termes de culture, mais mon intuition, c'est que, et pour moi, et pour les gens que j'ai croisés, il y a un désir essentiel qui, si on l'écoute, si on le met en œuvre, à la fin de sa vie, va donner l'impression d'aboutissement, d'accomplissement. Je ne me suis pas trompé, j'étais dans la direction qui me correspondait. Et elle est originale, c'est pas évident de se reconnaître comme unique, avec un chemin de vie unique. Et donc il y a des gens qui, assez tôt, comme moi, écoutent leur petite voix, c'est ce qu'on appelle la vocation, hein, qu'elle soit religieuse ou civile. Hein. Et puis il y a des gens qui vont se tromper, qui vont par exemple se servir des opportunités pour prendre ce qui passe, ou qui vont obéir à des injonctions de la famille, du milieu. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Sois ingénieur comme papa, ou militaire comme papa, etc. Et qui ne vont pas se déterminer. Et bien souvent, et dans mon avant-dernier livre, La liberté de s'accomplir, qui va ressortir au Souffle d'Or au mois de février, je parle d'un médecin que j'ai rencontré au Québec. Et à la fin de ses études de médecine qu'il a fait pour satisfaire son père, il a abandonné pour se former comme ébéniste. Et je donne un autre exemple, un de mes clients qui était un gros cadre sup d'une boîte de logistique, mais vraiment quelqu'un de très important et de très professionnel. Son fils devait avoir un doctorat de mathématiques et il a fait une formation courte de cordonnier pour aller s'installer dans la ville de Blois. Le père était effondré. Il lui a fallu quelques années pour comprendre la démarche de son fils, que lui, tu sais, une vie de cadre sup pris qui n'est pas disponible pour sa famille, etc., ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de vivre. Et j'ai dit que probablement le père qui a accepté ça, il a même été un peu envieux de son fils qui a su avoir un choix plus simple, plus modeste, mais plus épanouissant en termes de profiter de l'existence, de vivre intensément chaque moment de l'existence. C'est pas simple entre réussir sa vie, réussir dans la vie. Pierre Flucher, qui a écrit beaucoup sur le sommeil, la révolution du sommeil, a participé à plusieurs cités de la réussite. Et moi j'ai regretté, j'ai jamais réussi à m'y faire inviter,
J'ai regretté qu'on parle de la réussite au sens de réussir dans la vie, et pas assez de réussir sa vie. J'ai tenté de faire les deux, de mener de front en parallèle la recherche d'une cohérence personnelle et la recherche d'une contribution utile à l'extérieur. Et il y a bien 20 ans que je me sens en paix. Pour moi, une des plus grandes richesses que j'aurais pu trouver, c'est la paix intérieure, la tranquillité d'esprit. Je rencontre pas tant que ça de gens sereins, paisibles, en paix avec eux-mêmes. L'avantage d'avoir un âge certain, certainement aussi, puis d'avoir écouté votre ou ta petite voix, il en va de soi. Ah. Je te vois troublé, Laurent, je te vois troublé. Oui, il en va de soi. Tu mentionnes ton tempérament slave et de ce côté passionné. C'est aussi peut-être ce qui amène, et c'est moi qui, là, pour le coup, a des images un peu d'Épinal sur le tempérament slave, et tu nous diras ce que tu en penses, de celui qui, déjà d'une part, est passionné. Quand on est passionné, on peut penser qu'on écoute son cœur, malgré ce que les autres en disent. Et en même temps, à travers cela, forcément, généralement, pas nécessairement, on en vient à être seul. C'est-à-dire que pour suivre cette voix intérieure, cet appel, cette aspiration, comme tu dis, il en vient peut-être à un moment donné où on va à l'encontre de ce que les parents, les amis disent, souhaitent, etc. Encore faut-il avoir à accepter que peut-être on est contre soi des hommes et des femmes que l'on aime et qui nous aiment. Donc, dans quelle mesure est-ce que toi-même, je dirais, tu as été relativement... où tu as eu les coups des franches, tu n'as pas eu peut-être à subir, je sais pas, je te dis ça comme ça, le regard des gens que tu aimais qui te disaient, mais Édouard, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de questions à l'intérieur de ce que tu viens de dire. Je vais commencer avec la toute première sur la joie et la passion. De mon héritage familial et de cet héritage slave, je pense que l'amour de la vie, la joie de vivre, c'est quelque chose que j'ai cherché à préserver, à entretenir, à cultiver tout le temps. Et encore aujourd'hui, quand je forme des adultes, si le séminaire n'est pas joyeux, ça ne me va pas. Et je suis presque incapable d'animer un séminaire sans y mettre de la joie, et de la joie pas pour moi, mais de chercher comment rendre les gens joyeux pour qu'ils s'ouvrent. Quand je vois le pape François inviter les chrétiens à cultiver la joie, ça me remplit de joie. Et je renvoie à la langue, à l'origine des mots. Enthousiasme, c'est être dans le souffle de Dieu, in theos atmos. Et donc, je mettrai Dieu entre parenthèses pour que chacun se débrouille avec ses croyances, mais être inspiré par l'essentiel, cultiver cette joie de bien faire, de donner le meilleur de soi-même, c'est une énergie fantastique dans l'existence. Maintenant, par rapport à la solitude, oui, il y a des grands moments de solitude, parce que quand on se marginalise en ne suivant pas, comme les moutons de Panurge, que Rabelais a si bien écrit, le chemin de la foule, ça demande de se mettre debout et d'oser déplaire. Et personnellement, c'était coûteux parce que j'étais un jeune homme, un enfant insécure, qui avait besoin, comme tout le monde, d'être aimé, d'être accepté, d'être connu. Et d'oser penser par moi-même et d'affirmer mes positions, ça m'a demandé de cultiver le courage alors que j'étais plutôt un enfant peureux, craintif même. Mais par contre, en termes de cohérence personnelle, quand on ose exprimer son point de vue, son opinion, et relativiser l'importance du jugement des autres, alors on peut commencer à penser par soi-même, et on trouve des alliés. Le musicien qui est passionné, il trouve d'autres musiciens pour jouer avec lui. Le collectionneur de timbres passionné, il en trouve d'autres avec qui échanger. Donc, on est quelquefois isolé par cette démarche d'autonomisation, mais on n'est jamais seul. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète, et il y en a plein avec qui on peut partager des passions, des combats. Lorsque on est à l'écoute de cette voix intérieure, va-t-on dire, tu mentionnais le fait de trouver sa place, de vivre sa vie ou de vivre la vie, de se laisser porter par elle. Dans notre société, effectivement, nous sommes généralement reconnus lorsque nous avons, non pas lorsque nous sommes, mais lorsque nous avons une certaine notoriété, une apparence, une voiture, et tout ce que ça peut impliquer. On dit, voilà, tu as réussi ta vie.
mais c'est pas forcément ce que l'autre peut penser, comme tu l'as précisé. Le fait est que une personne comme toi, qui, avec le recul, a eu l'occasion de vivre sa vie, et puis d'avoir des moyens financiers, d'avoir l'occasion de voyager, de parcourir le monde, d'avoir eu des richesses, aussi bien amicales, intellectuelles, culturelles, et plein d'expériences comme ça, serait peut-être, je dis bien d'un regard extérieur, je me mets à la place des auditeurs, en dire mais ouais, c'est le rêve. Franchement, bien gagner sa vie et vivre d'un métier que l'on aime, c'est extraordinaire. Et j'aimerais bien, moi aussi, en tant que plombier, pouvoir faire ça. Seulement plombier, quoique, j'ai peut-être pas pris forcément un bon exemple, ça gagne pas forcément beaucoup d'argent. On peut être passionné pour un travail, mais que ce travail n'est pas forcément reconnu au sein de la société comme étant quelque chose de valorisant, alors que c'est peut-être tout simplement un métier manuel, qui peut être aussi considéré comme artistique. Donc, est-ce que de ceux et celles que tu as accompagnés, qui tout simplement, alors qu'ils avaient peut-être fait de grandes études, se sont tournés vers des métiers qui sont manuels et qui ne sont pas considérés dans notre société comme étant valorisants, qui gagnent peut-être peu d'argent, est-ce qu'il est possible, d'après toi, de pouvoir vivre de ce genre de métier qui est peu valorisant, où l'argent n'est pas quelque chose qui est très... où à la fin du mois, on va dire que la paye n'est pas forcément très, très importante et permet juste de vivre, pour pas dire survivre, hein. Il y a plus de 50% des Français qui gagnent le SMIC, donc c'est pas rien. Donc quel est ton regard par rapport à ça, sur d'avoir un peu le choix entre avoir une vie épanouie, parce que j'ai de l'argent qui rentre et je peux emmener ma famille, mes amis en voyage, en vacances, avec mes enfants, leur payer certaines choses, et puis à l'inverse, d'avoir à trouver un métier qui me plaît, mais qui ne ramène pas forcément d'argent, et donc je ne pourrais pas offrir à ma famille certaines choses. Alors, quand je suis parti au Japon à la fin de mes études, je suis parti avec 150 € en poche pour 3 mois. Et mon billet de voyage qui me faisait passer par la Russie et me taper 48 heures de train pour aller à Moscou, puis reprendre l'avion à la ligne intérieure, puis le bateau entre la Sibérie et le Japon, c'était le moins cher, mais ça durait une semaine aller, une semaine au retour. Et c'est mon frère aîné qui m'a avancé un peu de sous pour le payer. Donc les marges de manœuvre existent. Et mon père a été passager clandestin pour tenter de rejoindre ses frères aux États-Unis dans les années 20. Il s'est fait refouler dans le port de New York parce qu'il s'est fait piquer. Et ensuite, il est parti à pied de Charente jusqu'en Russie, aller-retour, en étant ouvrier agricole dans les fermes. Donc, à toutes les époques, les gens qui avaient un peu la bougeotte, qui avaient envie d'aller voir, ont pris le risque d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Il y a 1,8 million jeunes Français qui sont partis travailler à l'étranger et qui regardent ailleurs où ça bouge. Donc, c'est possible. Et puis, j'ai un ami qui est mort jeune, à 50 ans, qui gagnait beaucoup d'argent comme designer et qui réussit à se pourrir ses week-ends parce que le foie gras n'était pas bien cuit. Et donc il s'est pourri la vie, alors qu'il avait beaucoup d'argent. Le niveau de plaisir qu'on obtient d'existence n'est pas lié au compte en banque. Il est lié à la qualité des relations qu'on a avec les gens. Il est lié à la manière de goûter ce qu'on a à sa disposition. Et même Napoléon, que j'aime pas beaucoup parce qu'il a fait tuer des millions de gens, il avait certains aspects de sagesse. Il dit le bonheur, c'est dépenser 70% de ce qu'on gagne. Si on est dans la fuite en avant dans la consommation, on est comme les Américains qui se couvrent de crédit et des étudiants américains qui ont fait des universités qui coûtent assez cher pour passer 20-30 ans à rembourser. Ou n'arrivent plus à rembourser parce qu'ils ne trouvent plus les boulots qui existaient il y a 20 ans. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre l'argent et le plaisir ou l'intensité qu'on prend à ce qu'on fait. Il y a des couvreurs dans le sud-ouest qui ont 6 mois d'attente pour leurs clients, tellement il y a de boulot. Mais j'étais pion dans les collèges techniques, on n'a pas poussé les jeunes vers des métiers manuels. On les a disqualifiés, comme si être bac plus 5 avec une maîtrise d'informatique, c'était mieux que de savoir souder des tuyaux pour faire installer une salle de bain. Les plombiers se portent très bien. Ils se portent très bien. Et je connais les chauffeurs de taxi qui ne sont pas propriétaires de leur taxi et de leur licence, qui partent en vacances au Pérou en basse saison, où il fait beau au Pérou parce que c'est l'hémisphère sud, et puis c'est à portée de toutes les bourses. Il y a des seniors qui partent en vacances, des retraités avec d'autres, et qui ont des formules tout à fait attractives. Mais on peut se dérouter et voir des choses belles sans aller très loin de chez soi. Il
il y a des paysages magnifiques en France, il y a des gens magnifiques ici ou là, et quand on fait des belles rencontres avec des belles personnes, comme disent les Québécois, ça remplit une journée, ça remplit le cœur. Édouard Stack, avec ce livre Les vertus de la respiration, cultiver vitalité et sérénité, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Ta première rencontre avec la respiration, est-ce que c'est avec Deshimaru et la méditation? Non. Le sport? Un de mes frères était maître nageur et faisait de la compétition. Et donc j'appris à nager assez tard, hein. Il n'y avait pas beaucoup de piscines dans ma région à l'époque. Mais dès que j'ai su nager, je me suis amusé à faire des sous-lots. Et donc j'ai découvert entre autres que si on déglutit, en étant sous l'eau, on peut nager 10 mètres de plus. Et j'ai compris plus tard que quand on déglutit, on agit sur la thyroïde et on agit sur l'angoisse. Et j'ai eu la chance en Polynésie de pouvoir faire de la plongée en apnée. Et donc de m'entraîner à plonger, à descendre à 15 mètres, en mettant un petit lest et de rester tranquille sous l'eau. Un des vieux diacres dans un village où j'allais le week-end, il allait pêcher, il m'emmenait, et à 70 ans, il restait 3 minutes sous l'eau pour aller chercher du poisson pour la soupe du soir. Donc c'était une bonne occasion de réfléchir sur la respiration. Le Japon et la méditation est arrivé après ça. En tout cas, tu as je dirais, su cultiver cela, puisqu'aujourd'hui tu cours quand même des marathons. Ah ben, le dernier, je l'ai fait en 2008 à Prague, pas vite, mais j'étais très content de ne pas être fatigué au bout de 2 jours, d'être en pleine forme. Mais c'est pas des choses qu'il faut faire n'importe comment. Je me suis entraîné régulièrement 3 fois par semaine pendant 3 mois, et puis j'ai couru à mon rythme. Il y a plein de retraités qui à 60 ans commencent à courir alors qu'ils n'ont jamais fait de course à pied. Il faut respecter son corps et aller à son rythme et être patient, mais régulier dans l'entraînement. Combien de kilomètres pour un marathon? 42. J'ai un bon ami qui vit en Thaïlande maintenant, qui est retraité, qui a couru un marathon au pied du Fujiyama il y a un mois à 69 ans. Voilà, on peut courir à tout âge. Est-ce que la considération que tu avais vis-à-vis du corps a fait que très tôt, tu as fait attention, alors peut-être par rapport à tes frères et par rapport à tes études, voire la méditation très tôt, est-ce que le corps et de ce qu'on peut lui donner à manger comme substance, aussi bien que ce soit à travers la respiration, à travers l'alimentation, à travers la boisson, à travers les rythmes de sommeil, de veille, tous ces différents éléments qui finalement nous amèneraient, pourrait-on penser, à avoir une certaine forme, une santé, une conscience d'être, un épanouissement. Et puisque tu nous le disais tout à l'heure, le corps et l'esprit pour toi ne sont pas dissociés, et ça très tôt, de par ta culture slave, dans quelle mesure est-ce que tu avais justement ce rapport à l'importance de ce que on met à l'intérieur du corps? Alors il y a plusieurs choses. Mon père a été un mendiant à l'âge de 7 ans, il était orphelin, il a commencé à travailler à l'âge de 7 ans, en 1906, à Vienne. Il a tellement crevé de faim qu'il avait à cœur qu'on ait de quoi manger. Donc il n'achetait pas les oranges et les bananes au kilo, il achetait une caisse d'oranges et un régime de bananes pour qu'on ait des fruits à manger. C'était sa manière de prendre soin de nous. Ensuite, avec un de mes frères qui était cycliste, qui était champion du Poitou de vitesse, lui a fait des stages dans les crêpes, et donc j'ai été informé de la diététique sportive dès mon adolescence. Et ça m'a permis d'intégrer ça dans mon hygiène de vie personnelle d'emblée. Les dernières enquêtes pour l'ensemble des Français montrent que quelqu'un qui a une hygiène de vie, qui fume peu ou pas, qui consomme pas d'alcool ou peu, qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait un peu d'exercice, a 5 ans d'espérance de vie supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui a une passion, qu'il vit régulièrement, a aussi 5 ans d'espérance de vie supplémentaire. Quelqu'un qui va chanter dans une chorale, qui fait de la peinture, peu importe sa passion, mais il est mu par l'émotion, le sentiment, etc. Ça le stimule énergétiquement. Donc, c'est très important de se demander est-ce que j'ai un corps ou est-ce que je suis un corps. Si j'ai un corps qui est une machine que je pousse pour en tirer le maximum, quitte à faire de la compétition à outrance, je connais des gens qui à 50 ans ne peuvent plus courir parce que leurs ménisques sont bousillés. Donc, ce respect du corps pour le traiter, en faire bon usage, en prendre soin, c'est de la maintenance préventive. On le fait avec les voitures, on le fait avec les bâtiments. Pourquoi ne pas
dans la prévention et prendre soin de son instrument, si je puis dire. Et là, on a un grave problème culturel national. On ne fait pas assez d'éducation à la santé. On n'a pas de conscience qu'on peut augmenter le capital santé-vitalité si on en prend soin. Quand j'avais emmené des médecins en Chine en 81, c'était mon premier voyage en Chine, je voyais des papis à l'époque, pour moi des papis, de 75-80 ans, le pied sur un arbre en train de faire le grand écart pour s'étirer. Comme je soignais les danseuses de l'Opéra de Paris ou des ballets de Béjart, etc., ça me bluffait. Je n'étais pas capable de faire ça. En fait, j'ai compris comment ils travaillaient, et quelquefois, ils avaient commencé à 50 ans à faire ce genre de travail. Et donc, si on prend soin avec respect de sa machine, on peut vraiment l'entretenir en très très bon état. C'est comme un véhicule de collection, j'ai envie de dire. On peut le garder très longtemps et en faire bon usage parce qu'on l'utilise avec discernement et respect. Le souffle, la respiration plus exactement, alors vient dans ta vie. Alors ça c'est... Je m'en suis beaucoup servi en entraînant tout le monde, en entraînant mes patients, les sportifs, les artistes, les managers, etc. Et en France, il y a une espèce de focalisation sur la bouffe qui est incroyable. Si on prend le temps d'y réfléchir, il y a des émissions de télé sur les chefs, à longueur de programme. Et si on va à la FNAC pour regarder les trucs sur la gastronomie, la diététique, il y a des centaines d'ouvrages. Il y a même un salon du livre de cuisine. Si on regarde les ouvrages sur la respiration, il y en a quelques dizaines, assez peu, mais il n'y a pas d'éducation à la respiration. Or, c'est une fonction. Les diététiciens qui font un excellent travail, et c'est vraiment très précieux, ils vont de la maternelle à la maison de retraite, calibrer nos menus pour qu'on mange de façon plus équilibrée, et c'est parfait, c'est très important. Mais il n'y a pas de respirologue en France. Il y en a en Suisse, il y en a en Allemagne, il y en a au Canada. Nous, on a des pneumologues et on a une médecine de pointe extraordinaire, mais qui soignent les gens quand ils sont malades, pas qui entretiennent la bonne santé par des pratiques. Les Allemands ont des Heilpraktiker, des praticiens de santé, et qui vont apprendre ces choses-là à leurs clients. Et nous, pour avoir la maîtrise de la respiration, eh bien, il faut aller voir le prof de yoga pour faire du pranayama, il faut aller voir le sophrologue pour apprendre à se calmer, il faut aller voir le prof de chant pour apprendre à s'exprimer, ou le prof de théâtre, il faut aller voir le prof d'arts martiaux pour apprendre à se stimuler. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rassembler tout ça pour apprendre aux gens la maîtrise de la fonction respiratoire? On respire 20 000 fois par jour, inconsciemment pour la plupart des gens, et on n'oxygène pas assez ces tissus parce qu'on ne prend pas assez d'air. Quand on respire inconsciemment, on se sert d'à peu près 15% de sa capacité thoracique. Si on vit dans un environnement pollué, on a encore moins tendance à respirer profondément. Les gens sont souvent tendus, contractés, et ils ne se ressourcent pas, ils ne se détendent pas. On peut se détendre en travaillant. On peut se ressourcer en travaillant, en étant actif, à condition d'avoir une respiration plutôt consciente et plutôt très ample. Et ça va créer un état de détente. Quand on est décontracté, le diamètre des artères augmente. Donc l'oxygène va mieux dans les tissus, dans les cellules. Et on va être dans un niveau d'énergie beaucoup plus élevé, simplement parce qu'on s'est oxygéné. La combustion au niveau des cellules, c'est l'énergie qui vient des aliments plus l'oxygène de l'air. Sinon, c'est comme si on avait une cheminée qui ne tire pas, on met des bûches dedans, mais ça fume et ça ne brûle pas parce qu'il n'y a pas de tirage. Dans les Formule 1, il y a sur les côtés du moteur des pipes d'admission qui sont nos narines. Et elles sont énormes pour alimenter le moteur et lui donner sa puissance grâce à l'apport d'oxygène. Si on regarde les chevaux qui ont des narines très dilatées et très souples, un cheval ça fait autour de 800 kg et ça court 2 fois plus vite qu'un être humain, mais il a des gros poumons, il a des narines ouvertes. Si on regarde les narines des êtres humains, la plupart des gens ont des narines pincées et prennent très très peu d'air. A l'inverse, les Africains qui dansent, ils respirent à pleine narine et ils sont capables de danser 2-3 jours d'affilée, jour et nuit, parce qu'ils s'oxygènent. On pourrait peut-être commencer pour les auditeurs à préciser quelles sont les conséquences d'une mauvaise respiration. Parce que, comme tu viens de le dire, la respiration de toute façon se fait. Qu'on en ait conscience, qu'on n'en ait pas conscience, elle se fait, elle s'opère, elle nous maintient en vie, ou en tout cas l'outil qui est notre corps humain. Il est là, il existe grâce à cette respiration, ce qui nous fait battre le cœur. On sait qu'un manque de respiration est susceptible de propager des risques d'AVC. L'oxygénation du corps donc n'étant pas faite, sachant que à travers une respiration, 20% de l'oxygène est prise par le cerveau. Oui.
qu'est-ce qu'il en est donc des risques de mal respirer? Qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle par rapport à ça? Alors, je vais parler de conséquences avant de parler de risques. Il y a beaucoup de gens fatigués, il y a même des enfants fatigués dans les écoles. Au passage, une des dernières enquêtes mondiales montre que dans les pays développés, dont l'Europe, les enfants en 2 générations, en 40 ans, ont perdu 15% de leur capacité physique en termes d'endurance. 15%. Parce qu'ils ont une vie trop sédentaire, ils ne marchent plus à pied, ils passent 3-4 heures par jour devant les écrans. Donc, ce que j'observe le plus souvent chez les adultes au travail, c'est que les gens sont fatigués. Ils se lèvent le matin fatigués. Et dans la médecine chinoise, la fatigue, c'est le premier stade de la maladie. Si je suis fatigué chroniquement, je suis plus vulnérable aux attaques des agents agresseurs, des microbes, etc. Donc, se ressourcer en permanence, en se mettant l'esprit en vacances pour quelques minutes, réoxygéner le corps, c'est une manière d'augmenter le niveau de vitalité et d'être plus résistant aux maladies, plus résistant à l'effort. Si je m'entraîne à être l'esprit concentré, le corps détendu, je dépense moins d'énergie musculairement. Je suis donc plus disponible pour faire plus de choses avec moins de fatigue. Donc c'est plutôt satisfaisant. Par ailleurs, il y a des gens qui sont déprimés. Déprimés parce que ils ont renoncé, ils ont baissé les bras. Et du coup, un dépressif chronique, il est en blocage expiratoire. Il ne prend pas l'air pour recharger les batteries. Et s'il apprend à se réoxygéner, il va pouvoir biologiquement remonter son niveau d'énergie pour retrouver plus la pêche pour faire face aux situations. Alors il y a beaucoup d'autres choses à faire avec des dépressifs, mais pour une dépression légère un peu chronique, c'est un élément très précieux. Et dans les techniques de yoga, par exemple, on apprend à se laver les narines pour pouvoir bien respirer, dégager les sinus. Mais en dehors des techniques de yoga, on peut apprendre à faire ça. Il n'y a pas besoin d'acheter des ampoules de sérum physiologique. Un peu d'eau tiède du robinet et un peu de sel de mer qu'on a dissous dans l'eau, et on peut se faire des aspirations dans les narines, et ça marche très bien pour dégager. On peut faire ça tous les jours. Donc c'est entre la respiration consciente, l'amplitude, le nettoyage du nez, il y a des choses très très simples, mais ça chatouille une attitude et un état d'esprit. Un des premiers exercices que je propose dans le livre, que tout le monde peut faire, et les auditeurs pourront le faire en l'écoutant ou demain matin, allons-y gaiement, c'est de s'observer, respirer avec la consigne suivante. Pendant le temps de l'inspiration, on ne bouge pas, on reste sur place, sur ses 2 pieds. Pendant l'expiration, on marche tranquillement. L'inspiration suivante, on s'arrête, on observe, on prend le temps d'inspirer. On expire, on se met à marcher à nouveau. La plupart des gens vont prendre 1 à 2 secondes pour inspirer et vont marcher pendant 2, 3, 4 secondes. Ça veut dire 10 cycles par minute. Pourquoi ? Parce qu'on ne se donne pas du temps pour se nourrir, pour se remplir, pour absorber de l'énergie. Si tranquillement on prend le temps d'inspirer 3, 4, 5 secondes pour aller au bout de son inspiration, on pourra marcher 8, 10, 12 secondes facilement et passer dans un cycle de 4 fois par minute de respiration. En s'oxygénant beaucoup plus, on respire moins souvent mais plus profondément, ça détend le système nerveux, ça dilate les artères pour diffuser, et on se sent réénergétisé juste après quelques minutes. C'est très simple. Pour ceux qui marchent, ça c'est une chose. Augmenter donc les temps entre l'inspire et l'expire. Allonger le cycle de l'inspire et de l'expire. Prendre le temps d'aller au bout de l'inspire, au bout de l'expire. Et pour ceux qui sont là en train de nous écouter, qu'ils soient justement allongés ou assis sur une chaise, quel exercice là aussi on pourrait les inviter à faire? Alors ça marche très bien, même sans marcher, hein. C'est juste pour bien rythmer l'alternance. Toute la vie est rythmique. Il faut être capable d'alterner le temps de recharger les batteries et le temps d'agir. Simplement d'observer le flux et le reflux de l'inspire et de l'expire, comme on le fait en méditation vipassana. J'ai fait ça avec Goenka il y a déjà beaucoup de temps. C'est la base de la respiration consciente, aussi bien dans la méditation bouddhiste que dans le Tai Chi Chuan. Dans le Tai Chi Chuan, quand on bouge au ralenti, en même temps on est conscient de sa respiration pour aller dans une respiration très ample et très libre, très tranquille. Donc on est dans cette oxygénation. On peut le faire en marchant dans la rue, on peut le faire en réunion au bureau, etc. Simplement se donner ce temps pour aller au bout de l'inspire, au bout de l'expire. Ça va détendre la pression émotionnelle, ça va réduire le stress qu'on peut vivre, ça remet les idées d'aplomb.
On n'est plus dans l'effervescence, dans l'agitation mentale. On commence en même temps à être incarné dans son corps, tout en ayant l'esprit vif, l'esprit agile, pour être en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est très différent d'une relaxation avec un sophrologue où on va s'allonger, les yeux fermés, avec quelqu'un qui nous guide. Moi, je suis très partisan de développer la conscience fine dans le quotidien, en situation réelle. De ne pas s'oublier, mais d'être incarné, conscient de soi, tout en étant actif dans la vraie vie. Lorsque justement on aborde la respiration, peut-être, et puisque tu as l'occasion de voyager, de noter que, foncièrement, nous ne sommes pas conscients de notre respiration dans notre quotidien. Ce à quoi toi justement tu nous invites. Nous savons mal respirer de par peut-être là aussi notre culture. Comme tu le précisais tout à l'heure, en Afrique, en Asie, en Europe, nous ne respirons pas de la même manière. Nous ne sollicitons pas donc les mêmes muscles. L'inspire et l'expire se font en plusieurs temps. J'aimerais que tu puisses nous dire justement qu'est-ce qui caractérise l'Européen classique, à l'inverse de peut-être un Asiatique ou un Africain dans la manière de respirer. Ou est-ce que, quelque part, nous oublions de solliciter certains organes, muscles, à l'intérieur de notre corps quand nous respirons? Alors, je ne vais pas partir sur cette piste-là pour le moment, je vais plutôt aller du côté des causes. La cause principale, c'est que le corps est le lieu du péché. Depuis le Moyen-Âge, dans l'Église primitive, ce n'était pas du tout le cas, mais à l'époque des Pères du désert, saint Paul disait le corps est le temple du Dieu vivant. Donc je pense que c'est une dérive ultérieure. Nos représentations du corps sont viciées. Et je vais prendre l'exemple d'un sportif pour montrer ça vraiment à ras les pâquerettes. La plupart des sportifs vont courir en faisant... Ils vont rythmer la respiration avec les foulées. J'inspire sur 2 foulées, j'expire sur 3 ou 4, etc. Mais en fait, ils font du bruit, mais ils ne prennent pas le temps d'aller à fond dans la respiration. Et si on dissocie le rythme de la respiration du rythme de la course, on peut inspirer longuement et profondément, qui fait qu'on va se détendre davantage, et on met la respiration, la course au service de la respiration, et pas la respiration au service de la course. La finalité n'est plus de gagner du temps, de faire des kilomètres, de transpirer, c'est de s'harmoniser avec l'environnement pour courir détendu, sans fatigue. Quand on court de la longue distance, comme quand on marche en montagne, on apprend à s'économiser en permanence et à respecter les rythmes et la fonction respiratoire. Et on peut vivre comme ça devient une attitude face à la vie. Où je suis speed, angoissé, pressé, et je suis pressé d'arriver avant d'être parti. En acupuncture, il y a un point sur le devant de la jambe, en dessous du genou, 2-3 doigts en dessous du genou, qui est le point des gens qui pensent trop. Et il y a des gens qui marchent dans la rue, qui ont des douleurs sur le devant de la jambe, c'est le muscle jambier antérieur, parce qu'ils relèvent le pied trop, ils envoient trop d'influx nerveux dans leurs muscles, et ils sont trop pressés d'arriver trop vite. Il suffit dans la tête de ralentir de 10% pour que la musculature se détende. Quelquefois, c'est en conduisant la voiture qu'on est tellement crispé sur les manettes qu'on a cette même douleur au bout de quelques centaines de kilomètres. Si on se relaxe, on fait disparaître la douleur. Donc c'est la pensée qui est en cause. C'est le schéma qu'on a dans la tête. Et je vais prendre un exemple ce coup-ci avec les professionnels de la santé. Dans le livre, je mets un exercice très simple pour sentir le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle central de la respiration. Et quand on demande aux gens où est votre diaphragme, ils vont mettre la main ou le bout des doigts sur le plexus solaire, sur les côtes, devant. Mais en fait, le diaphragme, c'est une coupole qui va jusqu'à la colonne vertébrale derrière et qui coupe le corps en deux et qui est vraiment comme une cloche de restaurant qu'on met pour garder le plat au chaud et qui va descendre à l'inspire, remonter à l'expire. Et la plupart des gens ne sentent pas la base du thorax. Pour respirer, ils vont respirer avec le poitrail, les pectoraux, en se cambrant un petit peu dans le dos, et puis après, ils s'affaissent. En se mettant une ceinture de judo autour des basses côtes et en la serrant autour de soi pendant qu'on expire, on va pouvoir aller mettre la conscience dans la base de la cage thoracique pour aider la base du parapluie à s'ouvrir et le diaphragme à descendre. La plupart des gens, et je l'ai fait avec des centaines de kinés, d'ostéopathes, de médecins, de profs de gym qui ont tous des bonnes connaissances d'anatomie, ils ignorent la partie arrière de la cage thoracique, les basses côtes postérieures, le diaphragme postérieur. Ils ont besoin d'une éducation sensorielle pour se rappeler qu'on peut respirer dans cette zone-là.
L'important, c'est que ça a un impact sur les surrénales et la pompe à adrénaline pour avoir la pêche. Donc quand j'entraîne des sportifs pour la compétition et des choses comme ça, c'est absolument indispensable pour disposer de tout leur élan dans l'engagement. Et un signe de ça, c'est dans les années 50, il était interdit de crier sur un court de tennis pour les joueurs à l'engagement. Aujourd'hui, les hommes comme les femmes poussent des cris sauvages quand ils frappent la balle, et ça permet de mobiliser le cerveau reptilien, le corps animal, pour mettre toute la puissance de l'énergie de la survie dans le geste. C'est les haka des Néo-Zélandais, des Maoris avant les matchs de rugby. C'est pas juste une danse culturelle, c'est pas juste symbolique, ça agit sur le système, sur la physiologie. Alors justement, donc nous serions coupés d'une partie de notre corps, hein, divisé en deux parties. On respire surtout avec le haut de la cage thoracique, mais nous ne nous servons pas du ventre, de ce que j'entends de tes propos. Et en même temps, dans le ventre, il y a, si on respire bien, il y a un massage qui se fait, notamment sur le cerveau parasympathique, pourrait-on dire, des intestins, de la manière dont ces derniers sont amenés à être massés avec la respiration. Non ? Alors là, tu fais une vraie salade russe en mélangeant tout. Il n'y a pas de cerveau parasympathique ou sympathique. Il y a un système nerveux sympathique-parasympathique qui est la chaîne des ganglions sympathiques le long de la colonne vertébrale entre les côtes, entre la base du crâne et le coccyx. Et la commande parasympathique, c'est le 10e nerf crânien qui a des fibres qui vont vers tous les organes et qui vont donner le contrôle pour calmer ou stimuler selon la situation de l'environnement. J'ai pas parlé tant que ça du ventre, parce que les femmes qui ont accouché, qui ont été éduquées par des sages-femmes, ont appris à bien respirer avec le ventre. On a tellement dit qu'il fallait respirer avec le ventre que pas mal de gens savent gonfler le ventre à l'inspire et le serrer à l'expire. Mais la même chose est possible à l'arrière du corps. Entre les basses côtes et les crêtes iliaques, il y a le carré des lombes, et on peut les mettre de la pression dans ces lombaires pour soutenir la colonne vertébrale lombaire, en allant respirer avec l'arrière du dos et l'arrière du diaphragme. Donc ça, c'est totalement inconnu de la quasi-totalité des gens. Il y a un certain nombre de pratiquants du yoga qui sont allés chercher un peu dans cette zone-là et qui sont un peu plus familiers, ou des gens qui font du chant, et qui ont été éduqués par leur prof de chant pour les respirer aussi dans le dos. Mais la plupart des gens ne savent pas très bien faire ça. Et le massage des viscères avec la pression du diaphragme, ça fait partie de la stimulation de la vie viscérale, mais ce qui est important, c'est tout l'appui qu'on prend sur le périnée pour avoir la sensation qui va jusqu'au périnée et même jusqu'à l'intérieur de la conque du bassin dans les fosses iliaques. Donc d'habiter vraiment tout son espace. Et ce qui n'est pas facile, c'est que la plupart des gens se vivent comme une surface à 2 dimensions et pas comme un volume. Les yeux prennent tellement d'importance dans la perception qu'on ne le sent pas à l'arrière du corps et on sent encore moins l'intérieur du corps et des volumes. Et donc se percevoir comme un volume en 3 dimensions et s'habiter de l'intérieur en percevant le volume, c'est pas simple du tout. La respiration aide beaucoup à ça, à se recentrer et à percevoir l'intérieur du ventre, l'intérieur de la poitrine, l'intérieur du cou et de la tête, et à s'aligner dans la conscience de soi. Tu mentionnes que la respiration, justement, nous aide à nous déstresser, à relâcher des tensions. J'ai pu constater que des personnes ne savent pas du tout respirer, encore moins avec le ventre. C'est uniquement avec le haut du corps. Et quand il s'agit de prendre conscience de certaines parties du corps, elles ne sentent pas certaines parties du corps, surtout le bas, au niveau du bassin, les jambes. Dans quelle mesure est-ce que les exercices que tu proposes dans le livre peuvent nous aider justement à relâcher les tensions et à prendre conscience de nos jambes, de notre bassin, de la manière dont on amène le souffle, peut-être à certains niveaux, dans le ventre, dans le bassin, comme tu viens de le préciser, si déjà on a du mal à relâcher les tensions au niveau du ventre? Alors, c'est un petit livre que j'ai essayé de rendre très pratique, où il y a une 50aine d'exercices, il y a une 50aine d'illustrations et de photos pour montrer comment faire des choses simples. Si quelqu'un est trop tendu, si quelqu'un est un peu fâché avec son corps, je recommanderais quand même qu'il trouve un bon kiné pour faire de l'éducation respiratoire, un bon prof de yoga, un bon prof de chant, selon ce qui l'attire.
la première étape, c'est déjà de se mettre à l'écoute de soi-même, par exemple de s'allonger sur une moquette, les genoux fléchis, les pieds à plat, mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et d'observer la respiration. C'est déjà la première chose, et accepter de sentir. Ceux qui sont fâchés avec leur corps, qui sont un peu trop activistes et qui se brutalisent un peu, ils peuvent aller se faire masser chez une esthéticienne avec un massage de confort, dans un centre de massage thaï ou autre chose, ou aller même en thalasso, où il y a maintenant d'excellents professionnels qui sont formés pour faire ce massage de relaxation, qui aident beaucoup à se réconcilier avec l'image de son corps et avec la perception. Donc il ne faut pas hésiter à se faire aider, et puis trouver des choses qui nous font du bien et dans lesquelles on sent qu'on progresse, qu'on a envie de continuer. Mais un très bon cours de Qigong, de Tai Chi ou de yoga, avec un bon professeur, aide à se familiariser avec son schéma corporel. Édouard Stack, Stack que j'appelle S-T-A-C-K-E, Édouard Stack pour les vertus de la respiration, cultiver vitalité et sérénité, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Édouard, je te propose deux choses. La première, c'est de proposer aux auditeurs un petit exercice, concrètement, là, ici et maintenant. Je te laisse le soin de choisir entre le silence ou alors les bols de Alain Kremski en fond sonore. Peut-être pour les auditeurs, les amener comme tu veux. Alors, le silence pour le prochain exercice. Dans le travail sur la respiration, il y a un travail de désinhibition des contraintes sociales. Et il y a une pub que j'aime beaucoup, c'est une pub Perrier qui est sortie il y a 20 ans mais qui était réactualisée, qui l'ont remis sur les écrans. C'est celle de la femme qui grimpe sur une colline avec la lionne et elles s'affrontent pour la bouteille de Perrier, mais la femme rugit et il y a un morphing où on voit sa mâchoire qui s'ouvre, etc. Et entraînez-vous à rugir pour vous stimuler. Ça stimule le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, et ça fait beaucoup de bien pour lâcher la pression. Rugir, montrer les dents, c'est réveiller l'archaïque, l'animal en nous, et ça peut être amusant de le faire, comme de chanter à tue-tête dans sa voiture, vitre fermée, pour se libérer de la pression. Au bout de 10-15 minutes, on est euphorique parce qu'on s'oxygène à plein poumon et parce qu'on s'autorise à délirer. Donc, et là, en l'occurrence, à minuit 20, dans quelle mesure si les gens se mettent à rugir trop fort maintenant, ils vont pas se coucher avant la fin de l'émission. Donc dans ce cadre-là, est-ce que tu peux proposer quelque chose à cette heure-ci? Alors, en le faisant 3-4 fois, c'est déjà une manière de se redonner du pep pour être vigilant. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas le faire trop longtemps, hein, mais 3-4 fois, juste montrer les dents et rugir. Hein, s'amuser à ça, c'est une façon de réveiller l'archaïque en nous, et ça réveille, ça fait circuler l'adrénaline dans le corps. Et quand on va danser en boîte de nuit, c'est bien de jouer avec ça. Alors, il y a 2-3 petites choses qu'on peut explorer. La toute première, dans l'esprit de la stimulation, parce que les sophrologues font du bon travail pour apprendre aux gens à se calmer, à se détendre, à se recentrer. Et beaucoup de profs de yoga aussi font un excellent travail. Il y a moins l'habitude de servir de la respiration pour se stimuler. J'ai parlé du rugissement du lion, j'ai parlé de chanter à tue-tête. Il y a des sons très intéressants pour se stimuler. À peu près tous les enfants du monde, les garçons, même si on ne leur offre pas de jouets, vont ramasser une branche pour faire pan 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 ou ta 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 ta. Et le P et le T sont des sons qui demandent un appui de la langue sur les dents ou une fermeture des lèvres pour exploser, prendre de l'air, et comme quand on fait exploser les poches de papier, retenir le son et le pousser pour le faire jaillir. Et donc, simplement dire pa, ta, ti, pa, ta, ta, comme dans la musique indienne, quand les gens accompagnent les tablas, c'est très puissant pour stimuler et oser sortir la puissance. Et dans l'expression, la prise de parole en public, l'expression en situation sociale, les gens quelquefois n'osent pas placer leur voix et dire les choses avec plus de force, parce que l'inhibition, la timidité, la peur du jugement va les freiner, va les inhiber.
Donc ce sont des exercices de chauffe pour se désinhiber. Je voudrais revenir aussi pour la partie postérieure du dos. Et dans les postures de yoga, il y a des choses qui permettent de sentir les côtes latérales. Simplement, si on se met les mains sur les basses côtes, à une condition, c'est d'avoir les poignets, les coudes et les épaules bien alignés latéralement. Pas les coudes en arrière, pas les épaules en avant, mais le buste bien droit. Et à l'expiration, on va comprimer les basses côtes pour refermer le parapluie. Et à l'inspiration, on va repousser les mains pour pouvoir ouvrir le parapluie dans sa partie basse. Et c'est important d'arriver à faire la même chose sur les basses côtes postérieures, en mettant les mains dans le dos, et sentir qu'on peut les ouvrir le dos avec la respiration, et vraiment se concentrer les yeux fermés pour respirer essentiellement sur le dos, ne plus du tout utiliser le devant de la poitrine. C'est moins facile à faire, mais c'est vraiment important. En respirant profondément, lentement, tranquillement, on peut localiser la respiration dans cette partie-là, et ensuite garder cette sensation quand on marche dans la rue, quand on va courir à pied, etc. C'est vraiment extrêmement précieux d'avoir cette respiration basse postérieure. Trop de gens entretiennent de l'angoisse avec une respiration trop haute. Beaucoup de femmes, entre autres, font ça, où le cou se contracte, les muscles du cou se contractent, et on a une respiration sifflante qui est du genre... On pince le 10e nerf crânien entre la première côte et la clavicule, et on va créer un état d'angoisse. C'était souvent la cause des crises de spasmophilie chez les gens qui n'avaient pas de problème de calcium ou de magnésium, mais qui avaient des équilibres normaux des molécules de calcium et de magnésium, avaient des crises de spasmophilie. Donc cette respiration basse et postérieure, et cette tranquillité pour ne pas servir du tout les muscles du cou et les muscles des épaules, qui est l'endroit où on accumule le plus de tension dans la vie moderne. Dans le fait de faire cet exercice de respiration, et quels que soient d'ailleurs les exercices, on pourrait penser que ça amène un peu plus de vigilance et à se poser à l'image de la marche dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait d'être ici et maintenant en conscience. Et tu mentionnais lors de cette expérience à Gare Saint-Lazare que finalement bon nombre de personnes sont dans un lieu public, vont rentrer chez eux, il était 18h30 le soir, donc on n'a pas conscience forcément, on pense qu'il y a une chose, c'est d'arriver dans le train, de ne pas louper le train, mais est-ce que j'ai conscience que je suis en train de marcher et que je respire, que je vis là en ce moment? Ça c'est autre chose. À travers les exercices donc, la vigilance se fait, j'allais dire immédiatement, dans cette respiration consciente. Alors, ça va me ramener à quelque chose que tu évoquais tout à l'heure sur le rapport au corps, les Occidentaux ou les Asiatiques. J'ai rencontré un anthropologue extraordinaire, Edward T. Hall, qui a écrit sur la dimension cachée et la communication non verbale il y a déjà longtemps. Et j'ai rencontré par un de ses amis japonais qui habitait Paris, qui était le correspondant d'un journal japonais. Et cet homme-là me disait, au pays de Descartes, où on parle de la raison, j'ai vu beaucoup de comportements irrationnels. Et il me disait, la grosse différence entre la culture française et la culture japonaise, c'est que vous avez appris à réfléchir, moi j'ai été éduqué à sentir. Pas réfléchir, penser, mais sentir. Et ça, je trouve que ça c'est clair quand on regarde avec les travaux de Damasio, le médecin portugais, le chercheur en neurosciences, qui a dit que quelqu'un qui n'est pas en contact avec ses sentiments et ses sensations ne peut pas réellement penser le réel, parce qu'il habite à côté de la réalité. Donc cette attention à soi-même qui intègre la sensation, l'incarnation, la présence à soi-même, la présence aux sentiments qui nous habitent, et la vigilance sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment un entraînement à l'attention simultanée. Et ça s'entraîne comme un muscle, la conscience, l'attention. Les gens que j'ai entraînés qui faisaient des sports de haut niveau, de la compétition très pointue, des sports à risque, des arts martiaux, etc., connaissent ça. Mais en fait, on peut entraîner l'esprit à cette vigilance. Tout le monde peut s'entraîner dans la vie quotidienne. Et ça permet de... Il faut faire quelque chose qui est très particulier. Le monde n'est pas tel que je le vois, mais tel que je choisis de le regarder. Et donc, dans la distanciation pour progresser, il faut se regarder le monde pour regarder sous quel angle d'attaque on regarde les choses. Et si on s'incarne davantage en étant présent à soi-même, attentif à notre manière d'aborder les choses, et qu'on travaille sur une perception plus objective
et un choix plus précis de qu'est-ce qui est adapté à la situation, alors on devient un acteur beaucoup plus pertinent. J'allais te poser la question de, encore une fois, sur le fait de prendre en considération une vision holistique du corps et de l'esprit. On peut effectivement parler de la pensée. Et j'aimerais que tu puisses nous dire comment il est possible qu'une pensée, tu parlais des personnes dépressives tout à l'heure, que ces dernières finalement jouent sur tout ce qui a trait au système endocrinien, notamment sur la surrénale. Les surrénales ne peuvent plus donner au corps... rappelle-moi quelle hormone? L'adrénaline. L'adrénaline, je te remercie, oui, entre autres. Et donc, effectivement, si on n'a pas l'adrénaline pour avoir des pensées, j'allais dire, pas tant des pensées, mais une humeur positive, extrêmement difficile de se sortir d'une dépression ou peut-être, sans pour autant parler de dépression, mais d'une phase qu'on peut tous rencontrer au jour le jour. Hein. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées? Je vais la tourner comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées? Dans quelle mesure est-ce que je peux endiguer ce flot de pensée? Dans quelle mesure est-ce que je peux me laisser embarquer par ce flot de pensée? Qu'est-ce qu'elles sont ces pensées qui, quelque part, des fois, auraient tendance à nous pourrir la vie? Alors, on va déjà distinguer la pensée de l'attention. La pensée, c'est un mécanisme associatif, et une partie de ce qu'on nomme pensée n'est pas une pensée très élaborée, c'est plutôt de l'agitation mentale et de l'association automatique. Et dans l'apprentissage de la méditation zen, on en parle beaucoup avec la méditation de pleine conscience maintenant, avec les travaux de Kabat-Zinn, et j'en dirai un mot un peu plus tard, mais une des bases de l'entraînement, c'est d'observer ses pensées sans s'identifier à elles. Et petit à petit, on apprend à sophistiquer l'attitude, le travail sur l'attention. C'est je suis mes pensées, je suis mes sentiments, je suis mes sensations, mais je suis aussi la conscience que j'ai de mes pensées, la conscience que j'ai de mes émotions, la conscience que j'ai de mes sensations. Et quand je m'identifie aussi à la conscience et pas seulement à la pensée, je commence à me dissocier du mécanisme de la pensée automatique. Penser, c'est un travail d'élaboration, ça prend du temps. Et ça se fait pas en zappant d'une chaîne à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'un SMS à l'autre, d'un mail à l'autre. Ça demande une réflexion structurée, des arguments, de décanter, etc. On prend plus beaucoup le temps de penser, vraiment. On a plutôt tendance dans la communication superficielle à échanger des lieux communs, se filer des tuyaux, mais plus avoir une réflexion profonde et large. Donc, que ce soit pour se connaître soi-même ou pour agir dans le monde, s'arrêter, se recentrer, être attentif, observer et ensuite faire des choix et réfléchir à comment on va agir, ça demande un peu de recul. Lorsque tu pars au Japon, que tu abordes peut-être un peu plus en profondeur la culture japonaise avec l'esprit du zen, voire peut-être l'esprit du Tao aussi en même temps, dans quelle mesure est-ce que tu découvres certaines choses de toi sur comment tu fonctionnes et en même temps de prendre en considération ces découvertes et par la suite de les ramener en France à travers ton métier, que ce soit d'acupuncteur, de kiné à l'époque. Qu'est-ce qui pour toi était flagrant, primordial avec le Japon? Alors, ce qui était vraiment remarquable partout, c'était le niveau d'attention des gens et le fait qu'ils n'étaient pas dans l'agitation par rapport aux villes modernes et au monde européen, en particulier français. Par exemple, quand j'étais avec Namikoshi, le fils, pour apprendre le shiatsu que j'ai ramené en France en 69, tous les profs qui enseignaient ou qui soignaient des gens étaient absolument concentrés. Et le père Namikoshi, que j'ai rencontré quelques fois, me disait il faut se mettre derrière le malade pour pas interagir avec lui au niveau émotionnel, être vraiment dans la neutralité. Il y a une posture de base dans les arts martiaux japonais qu'on appelle seiza, qui est d'être à genoux, assis sur les talons. Et déjà, moi, ce que je découvrais, c'est que j'étais pas souple, que j'étais pas habitué à vivre par terre sur les tatamis. En me mettant à la cuisine japonaise sans beurre, sans pain, sans viande grasse, etc., j'ai perdu un certain nombre de kilos. Et j'ai pu trouver plus de souplesse en restant pendant des mois à vivre par terre. Mais cette posture de seiza, on l'utilise dans tous les dojos d'arts martiaux pour se recentrer avant de rentrer dans l'entraînement au combat. Et
c'est cette notion qu'on trouve dans l'Ikebana de l'homme entre terre et ciel. Les 3 niveaux de l'homme entre terre et ciel. Dans un bouquet de fleurs, on va faire le niveau du ciel, le niveau de l'homme, le niveau de la terre. Dans la posture de César, on est dans cet alignement entre la tête, le cœur, le ventre, et cette présence calme, silencieuse, sans pensée, pour être dans le vide. Et ça, j'ai retrouvé ça plus tard en Chine avec le taoïsme, avec l'idéogramme Wang, qui est l'empereur, et qui est vraiment l'homme entre terre et ciel, qui est les circuits d'énergie de l'acupuncture, et qui est vraiment cette façon de relier le ciel et la terre dans les circuits énergétiques de la médecine chinoise. Et donc, cette présence, ce centrage, cette façon d'être dans l'ici et maintenant en permanence, mais partout. C'est le balayeur dans le square, c'est le jardinier dans le monastère. C'était pratiquement répandu partout. Il faut se rendre compte que la qualité totale qui est venue des États-Unis, elle s'est beaucoup inspirée de cette tradition de concentration du bouddhisme zen, cette école de la vigilance qu'on trouve à peu près dans toute l'Asie avec des couleurs différentes. Donc ça, c'était vraiment un choc. Et moi qui étais agité du bocal, qui était un peu passionné, qui court un peu dans tous les sens, il a fallu que j'apprenne à me tranquilliser, rien que de rester assis des heures face au mur pour observer mon corps, ma respiration. Ça me changeait sérieusement de tamourer avec les tahitiennes. Mais pourquoi avoir fait l'expérience? Parce que c'est l'expérience qui enseigne.